Bonsoir à tous. Elle est écrite en français, mais la Constitution parle plusieurs langues. Le texte fondamental nous unit, mais il peut tellement nous diviser au fil des temps. Les régimes politiques la taillent à la mesure de leurs ambitions, conséquences, modifications, révisions, divisions. Problèmes politiques, problèmes juridiques, au problème tout simplement de français, langues et langues de la Constitution dans Belle Ligne ce soir avec Ibrahima Hamidou Dème. Un plaisir de vous accueillir. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Bonsoir Papa Alioune Sarr. Je vous remercie de votre aimable invitation. Je salue aussi les téléspectateurs. Vous êtes juge démissionnaire, avocat à la Cour pénale internationale, président du mouvement Ensemble. On parle aujourd'hui de la Constitution langue et langue parce qu'elle parlerait plusieurs langues. D'abord, la langue française dans laquelle est écrite la Constitution pour une population dont la majorité ne parle pas cette langue. Est-ce que cette diction que les juristes aiment souvent, nul n'est censé ignorer la loi, ne devient-elle pas, ou bien t-il pas ce slogan en l'heure, Ibrahima Hamidou Dème? D'abord, revenir un peu sur la présentation pour dire que je suis le président d'un parti politique maintenant qui s'appelle Éthique, Ensemble pour le travail, l'intégrité et la citoyenneté. Ça, c'est depuis le mois de mai 2022. La Constitution telle qu'elle est adoptée depuis 1960 à l'indépendance du Sénégal et telle qu'elle a évolué depuis lors, après 2 révisions, n'est pas très adaptée parce qu'en fait c'est une constitution qui a été copiée de la Constitution française, qui est la puissance colonisatrice. Ouais. Dès lors, on peut bien comprendre que cette Constitution, qui est une copie-collée de la Constitution de l'Hexagone, ne reflète pas totalement nos us et coutumes, nos aspirations démocratiques et surtout nos traditions. Maintenant, il y a des principes universels relatifs à la démocratie, relatifs au fonctionnement de l'État, à la dévolution du pouvoir, qui sont des principes qui sont partagés. De toutes les manières, cette constitution gagnerait à être adaptée davantage à notre contexte socio-économique et culturel, mais néanmoins, elle contient des dispositions universelles qui, si elles sont appliquées comme elles doivent l'être, peuvent nous permettre d'être dans le concert des nations démocratiques. Oui, donc le principal obstacle, c'est un problème linguistique. La question de l'appropriation de la Constitution, parce qu'on l'a définie comme étant une charte fondamentale qui traverse les régimes et s'applique à tous les citoyens sénégalais. Oui, mais vous savez, quand nous autres qui ont eu la chance de faire le droit, quand nous avons fait la première année de droit, nous nous sommes dit, moi je me suis dit, que tout intellectuel devait apprendre le droit constitutionnel. C'était un droit fondamental. Dans beaucoup de pays comme les États-Unis, la Constitution est connue. Elle est adaptée parce que c'est une Constitution courte et c'est une Constitution qui est appliquée, qui est connue par tout le monde. Malheureusement, ici même, beaucoup d'intellectuels ne connaissent pas suffisamment la Constitution, ne connaissent pas le droit constitutionnel. Pourquoi? Ce n'est pas très surprenant parce qu'en fait, le droit est perçu comme étant une matière un peu réservée aux initiés, une matière donc impénétrable, et les juristes ne jouent pas le jeu, si je peux m'exprimer ainsi, pour rendre le droit beaucoup plus accessible aux non-initiés, aux non-juristes. Voilà, et d'autre part, il n'y a pas ce travail-là qui doit être fait par les
pouvoirs publics pour que la charte fondamentale, la loi mère, soit connue et donc appliquée par tout le monde. Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, on dit tout le temps, nul n'est censé ignorer la loi. Oui. On pouvait commencer par dire, nul n'est censé ignorer la loi fondamentale. Oui. La Constitution devait être connue et il y a un travail que les pouvoirs publics doivent faire pour que la Constitution soit partagée, pour qu'elle soit traduite dans les différentes langues nationales, pour qu'elle soit vulgarisée, pour que les Sénégalais puissent s'imprégner de cette charte fondamentale qui organise donc pratiquement les lois et qui organise les pouvoirs publics et les modes de dévolution du pouvoir. Vous l'aviez dit tout à l'heure, peut-être c'est l'origine du mal, l'héritage colonial, une copie-collée de la Constitution de 1958, le blanc qui est toujours là. Ça réfère un peu à un texte écrit par Jean-Paul Sartre dans l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache, préface que Sartre a intitulé Orphée noir, et il disait dans cette préface que le blanc est toujours là. Le blanc est toujours là à travers cette langue. Si le noir déclare en français qu'il rejette la culture française, il prend d'une main ce qu'il rejette de l'autre. Autrement dit, la question linguistique, la question de langue reste une barrière par rapport à cette appropriation de la Constitution. Bien sûr, Papa Alioune Sarr, c'est une question qui se pose même dans bien d'autres matières. Et nous constatons, nous tous, des évolutions dans ce sens, parce que cette émission, par exemple, est faite en français. Il serait bien utile qu'on fasse une autre en langue nationale pour que davantage de Sénégalais puissent comprendre. Parce que là, c'est une question fondamentale qui se pose par rapport à la place des langues nationales dans notre système éducatif, dans l'organisation de l'État, dans le champ politique. Il y a des évolutions, parce que maintenant, on constate que la plupart des débats sont faits en langue nationale, surtout la langue nationale qui est la langue... le Wolof, la première langue nationale, mais on gagnerait quand même à vulgariser ces textes, vulgariser la Constitution dans les autres langues nationales pour que davantage de Sénégalais puissent s'en imprégner pour connaître véritablement le sens de l'organisation de l'État. Pourquoi il est devenu tout simplement la Constitution l'affaire des juristes? Pourquoi? Ça ne doit pas être l'affaire des juristes uniquement. Et de plus en plus, on se rend compte que des non-juristes entrent dans le débat et donnent leur point de vue. Parfois, on le traite de non-initiés. Oui. Ne parlez pas de la Constitution parce que c'est complexe. Ils seront toujours considérés comme des profanes. Profanes pour dire que ce sont des non-initiés, ce sont des personnes qui ne comprennent pas suffisamment la langue, comme vous l'avez dit dès donc, au début de l'émission. Mais cela n'empêche pas qu'ils ont leur point de vue. Oui. Bien qu'ils soient non-initiés, c'est un débat national. C'est une langue qui peut être compréhensible. C'est le français. Maintenant aussi, il faut se dire que il y a des personnes qui ont plus d'autorité que d'autres. Ce sont les juristes, étudiants, enseignants, avocats, magistrats qui ont appris la matière juridique, qui la pratiquent, qui connaissent le langage juridique, qui connaissent l'interprétation de la loi. Ce sont cette catégorie de... Parfois également la manipule. Bien sûr, manipule, entre guillemets, on ne sait pas. Oui. En tout cas,
moi, je range ce que vous appelez manipulation, je dis que ce sont des controverses doctrinales. C'est un débat, ce sont des querelles juridiques. C'est de bonne guerre? En tout cas, il faut se dire que, par exemple, le rite universitaire appelle la nuance, appelle la controverse, appelle la discussion, parfois des discussions qui peuvent être perçues comme des discussions byzantines, mais c'est ce qui enrichit la doctrine. On parle actuellement de la doctrine parce qu'il y a parfois des règles qui peuvent être perçues par les non-initiés comme étant claires, précises, oui. Des règles qui n'appellent qu'une seule interprétation, selon beaucoup, mais chez les juristes, ces règles-là peuvent appeler un débat, une controverse, où certains disent oui, d'autres disent non. Voilà. Et c'est ce qui enrichit le débat universitaire. Mais les justiciables s'y perdent, au fait, dans ce débat, dans cette querelle doctrinale. Oui, c'est pourquoi je fais la distinction entre le fait que des doctrinaires, des juristes, des universitaires puissent discuter. Oui. Parfois, des sujets qui peuvent paraître comme étant des sujets évidents aux yeux des non-initiés, des profanes, et même aux yeux de certains juristes. Maintenant, dans l'interprétation de la loi, il n'y a qu'une seule autorité qui est habilitée à la faire. Laquelle? C'est le juge. C'est le juge qui interprète. En dernier lieu, c'est le juge qui applique, c'est le juge qui donne le sens de la loi. Et dans cette application-là, on peut dire que c'est sans appel quand le juge constitutionnel, par exemple, en interprétant la loi, dit dans sa décision que cette disposition constitutionnelle veut dire exactement cela, on l'applique. Parce que c'est l'autorité qui est habilitée à interpréter la loi, à donner le sens à cette disposition-là. Maintenant, cela n'empêche pas que les autres, que les universitaires, le Sénégalais lambda, puissent critiquer, et cela enrichit le débat. Je pense que ce sont ces distinctions-là qu'il faut faire. Le débat doit être toujours là, on doit pouvoir discuter, il y a cette liberté qu'ont les Sénégalais. Un mathématicien peut, même s'il est perçu comme étant un profane, une personne qui n'est pas spécialiste, qui n'est pas censé être connaisseur de la matière juridique, il peut apporter son point de vue, qui peut être parfois un point de vue très pertinent sur la question. Cette absence de clarté dans les débats entre juristes est-elle juridique, politique ou question de langue française? Vous savez, la Constitution est écrite dans une langue qui est le français. Oui. Les juristes universitaires, magistrats ou avocats et autres juristes, ils comprennent suffisamment la langue. Oui. Donc, dans l'interprétation, ils n'hésitent pas parfois à donc discuter de figures de style, de conjonction, oui. Un ou un et Oui. dans un article peut être discuté. Donc, ce sont des juristes, mais qui discutent parfois des questions de syntaxe, Oui. des questions de langue, Oui. parce qu'ils ont aussi suffisamment le niveau de langue pour pouvoir le faire. Oui. Parce que le texte est écrit dans une langue qu'ils comprennent aussi suffisamment. Et pourquoi pas la simplicité et la clarté? Pourquoi pas ouais. dire quelque chose, sujet, verbe ou complément, par exemple, Non, être clair? Vous savez, ça c'est un problème originel.
l'un des premiers textes constitutionnels qui a été rédigé par Napoléon Bonaparte, la première constitution, cet empereur disait que la constitution doit être courte et obscure. Ah oui. Obscure pour permettre au prince de l'interpréter à sa guise, pour qu'il n'y ait pas de limite dans donc son activité, son action politique. Vous savez, depuis lors, on a vu, même en France, des sujets qui pouvaient paraître très simples. Oui. Il y a eu une controverse intéressante par rapport à l'applicabilité de l'article 11 de la Constitution française. Nous avons vu en 2011-2012 la controverse qu'il y avait sur la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Il y a une controverse actuelle sur la troisième candidature du président Macky Sall. Donc voilà, c'est parce que les textes ne sont pas suffisamment clairs. Il y a des dispositions qui sont extrêmement claires. C'est fait à dessein. Qui n'appellent pas d'interprétation. Oui. Même ces dispositions-là, même la disposition sur la troisième candidature, l'article 27. Sur l'article 27, elle ne devait pas appeler cette controverse. Par exemple, je veux dire clairement que qu'en 2029, un nouveau président qui serait élu en 2024, oui. En 2034, d'exemple, on ne discuterait pas d'une troisième candidature. Pourquoi? Parce que là, c'est clair. Maintenant, la difficulté réside sur une transition. Parce que le premier mandat qui a été exercé par l'actuel président, et c'est le même schéma qui s'est répété, parce que le premier mandat qui a été aussi exercé par le président Abdoulaye Wade était de 7 ans. Le deuxième mandat de 5 ans. C'est là où se trouve cette controverse. Mais si c'était un mandat de 5 ans, si le président Macky Sall avait donc réussi à persuader le Conseil constitutionnel à diminuer son mandat de 7 ans à 5 ans, le problème ne se poserait pas. Depuis 2022, il aurait fini et cela ne poserait pas de questions. Maintenant, voilà, il y a eu des brèches qui ont été exploitées, qui sont discutées par des juristes. Personnellement, en tant que juriste, en tant qu'universitaire, je me dis que cette discussion juridique, ce débat juridique, cette controverse doctrinale, elle est nécessaire, c'est une affaire de juristes, cela enrichit la doctrine, cela enrichit le droit. Maintenant, il y a d'un autre côté, sur le plan éthique et moral, là où il ne peut pas y avoir de discussion. Je lis l'article 27. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. En tant que littéraire, je fais tout simplement le décortiquage de l'ensemble des constituants de cette phrase. Nul, adjectif indéfini, ne pas, négation, peut, pouvoir, verbe, exercer quand deux verbes se suivent, le second s'est mis à l'infinitif, plus de, superlatif avec un complément partitif, 2, adjectif numéral, mandat non consécutif, épithète. Mais pourquoi c'est pas simple? Parce que l'interprétation ou bien ce combat judiciaire-là, entre juristes, peut mener à une violence. C'est ça, entre le texte et la rue, ça peut changer tout simplement de tonalité. Oui, mais on ne peut pas dénier aux juristes et aux universitaires. Moi, j'entends souvent des personnes affirmer péremptoirement que le débat ne doit pas se poser. Je le dis et je le répète, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour des juristes, pour des universitaires, le débat peut se poser même pour des textes qui peuvent être perçus comme étant les plus clairs. C'est ce qui alimente la doctrine. Oui. Ça a été toujours ainsi. Ce sont des rites universitaires qu'il faut respecter. Oui.
Maintenant, ce texte peut paraître très clair Oui. aux yeux d'un profane, aux yeux même de certains juristes de bonne foi, mais ne pas l'être aux yeux d'autres qui convoquent au-delà de ce texte-là le fait que ce texte donc fait suite à une réforme constitutionnelle qui a donc diminué un mandat. Là, c'est la temporalité. Je pense que s'il y avait des dispositions transitoires, comme je l'ai écrit dans un article, parce que j'ai participé à ce débat, mais ce n'était pas pour, comme je l'ai dit dans un article du 26 mars 2019, ce n'était pas pour participer dans une querelle juridique, mais c'était en tant qu'homme politique, essayer de tirer la sonnette d'alarme, de prévenir les dangers qu'un projet caché de troisième candidature pouvait des dangers qui pouvaient survenir dans l'avenir, pour permettre à un président qui était fraîchement réélu de travailler et de savoir qu'il exerçait son dernier mandat. J'ai participé en tant que juriste, en tant qu'universitaire, en convoquant les différentes thèses en présence. On les respecte toutes. Maintenant, mon propos, c'est de dire que bien qu'il peut y avoir une controverse doctrinale, il ne doit pas y avoir de débat sur un autre terrain, c'est le terrain éthique et moral. Et là, je pense qu'on pourra... Le droit l'englobe, cette dimension-là, l'éthique et la morale. Mais le droit ne fait que codifier certaines valeurs. Vous voyez, ce débat se pose de plus en plus. On a reproché récemment à beaucoup de juristes, là c'est la doctrine encore, d'être des moralisateurs, parce que des magistrats dans leur jugement ou des procureurs dans leur réquisition convoquent souvent la moralité publique, l'obligation d'exemplarité des élus. Rentrée solennelle des voilà, tribunaux. Voilà, tout ça, ce sont c'est pas du droit, mais le droit a donc codifié récemment certaines dispositions par rapport aux besoins de transparence, aux besoins de transparence des autorités publiques. Maintenant, il ne fait plus l'objet d'un doute que lorsqu'un magistrat met dans sa décision que l'élu doit être exemplaire, ce n'est pas un moralisateur, mais c'est quelqu'un qui applique un texte qui a codifié ses exigences morales. Mais néanmoins, il faudra bien voir que récemment, ce débat a été posé sur la place de la morale dans le droit, ou les relations qu'il y avait entre le droit et la morale. Maintenant, ce débat ne semble plus se poser parce qu'en fait, les dirigeants doivent se conformer certes au texte, mais ils ont des obligations éthiques et morales qui ne font l'objet d'aucun doute. Pour parler justement de ce texte, parce qu'on ne peut pas... Qu'est-ce qui dérange? Le qualificatif, le verbe, la négation? Qu'est-ce qui dérange dans ce que j'ai lu tout à l'heure, cette phrase-là, ce texte-là? Non, vous savez, il y a deux thèses. Il y a deux thèses. On peut les exposer. La première thèse, c'est ceux qui disent oui.
l'actuel président a le droit de se représenter. Parce qu'ils estiment que l'article 27 contient 2 dispositions, 2 alinéas, plutôt, 2 phrases pour les non-initiés. La première phrase... C'est important, oui. 2 phrases, oui. 2 phrases. La première phrase, c'est le mandat, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Oui. C'est la première disposition. Oui. Point. Très la simple. Deuxième disposition, nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Oui. Les tenants de la première thèse, ce qu'ils disent, c'est tout simple, c'est que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs, mais de 5 ans, parce qu'ils estiment que ce texte est indivisible. C'est le mandat de 5 ans qu'on ne peut pas exercer plus de 2 fois. Les autres disent non. Les tenants de la deuxième thèse, ils disent non, et ils se réfèrent aux travaux préparatoires, aux déclarations du président de la République, aux dispositions de l'exposé des motifs de cette réforme constitutionnelle de 2016, pour dire que nul, le terme nul veut dire qu'aucune personne ne peut exercer 2 mandats, compte tenu de la durée du premier mandat. Ce sont 2 thèses. Qui a tort, qui a raison? On peut les respecter. Qui a tort, qui a raison? Moi, en tant que comme politique, juriste, je me dis, et tout à l'heure, nous avons abordé la question de la place de l'éthique et de la morale. Oui. Si un président de la République qui a été élu dans des circonstances particulières, parce que ce débat-là avait surgi 10 années plus tôt, et ce débat a entraîné non seulement cette controverse doctrinale que nous connaissons, mais aussi des manifestations qui ont entraîné mort d'homme. Et pendant ce débat, l'actuel président s'est prononcé pour dire clairement que notre choix, le choix du Sénégal, le choix des Sénégalais depuis toujours, était de limiter les mandats à 2. Que nulle personne ne pouvait faire plus de 2 mandats. Que la motivation, l'une des motivations principales de la réforme constitutionnelle, c'était de mettre un terme à ce débat. Ouais. Au débat sur une possible 3e candidature. Il a dit clairement que maintenant, nous devons avoir des dispositions très claires là-dessus. Maintenant, il n'est plus possible à quelqu'un de faire plus de 2 mandats. C'est lui-même qui le dit. Et lorsqu'il revient, apparemment, c'est ce qu'on perçoit dans les agissements de son camp pour se préparer à une 3e candidature. Nous-mêmes, nous l'avons perçu depuis près de 4 ans. Je pense que cela pose un problème moral. C'est une abjuration. Et je me dis, moi, comment le président peut revenir après toutes ces péripéties pour essayer de justifier une 3e candidature. D'où la question de la personnification dans le champ littéraire. Je vais faire ou je ne vais pas faire. Est-ce que la Constitution ne doit pas être impersonnelle? Oui, la Constitution doit être impersonnelle. La Constitution doit éliminer être le jeu qui peut être haïssable dans ce contexte. Le plus clair possible, tout en sachant que cette clarté ne va pas empêcher aux juristes de faire leur travail, aux universitaires de faire leur travail. Et là-dessus, je dois le réitérer. Il faut quand même, parce que je vois souvent, les gens disent que non, c'est les juristes qui disent tels sont des traîtres. Non, il faut laisser aux juristes le débat juridique. Et être plus exigeant vis-à-vis des hommes politiques, vis-à-vis des personnes que nous élisons. L'impératif qu'il y a, l'impératif catégorique,
ce n'est pas vis-à-vis des juristes, des doctrinaires, c'est vis-à-vis de nos élus qui doivent respecter leurs paroles, qui ne doivent pas prendre une position extrêmement claire et sans aucun gêne revenir quelques années plus tard, prendre la position contraire. Et je me dis que c'est un débat. Actuellement, je dis, ce débat n'est pas pour moi juridique. Elle ne doit pas l'être, plutôt. C'est un débat d'ordre éthique et moral. C'est le respect de la parole donnée. Parce que ce n'est pas tout ce que le droit, ce n'est pas tout ce que certaines brèches dans un texte juridique peuvent permettre. Ce n'est pas surtout que ces brèches-là ont été créées sciemment. Parce que il y avait des dispositions transitoires. Le verbe est important, c'est-à-dire que sciemment, dans les futurs. Oui. Moi, dans l'article que j'ai fait en 2019, j'ai dit qu'on a enlevé les dispositions transitoires. Parce que dans ce texte, il y avait des dispositions transitoires. Parce qu'on était dans une certaine pratique. On a changé le texte pour diminuer la durée du mandat. Il fallait adopter des dispositions transitoires. Les dispositions transitoires, sont des dispositions qui sont mises donc, après la réforme, à la fin, pour préciser. Et ces dispositions transitoires disaient clairement que le premier mandat de 2012-2019 faisait partie du décompte. Ce serait plus clair. Donc là, ça ne se posait pas, mais paradoxalement aussi, c'est le Conseil constitutionnel qui a enlevé ces dispositions transitoires. Mais ces dispositions transitoires nous permettaient de régler définitivement la question. Elle est enlevée, malheureusement. Maintenant, le débat, moi, ce que je plaide surtout, c'est que ce débat soit surtout davantage porté sur le plan éthique et moral. Que les élus, que le président de la République respecte sa parole et qu'il sache que le peuple sénégalais a toujours opté pour la limitation d'un mandat à 2. Il ne peut pas faire plus de 2 mandats, qu'il respecte sa parole. Il a lui-même critiqué son prédécesseur par rapport à cela. Je pense qu'actuellement, si ces dispositions sont devenues intangibles, parce que c'est une avancée aussi de la réforme de 2016, c'est-à-dire que ce texte ne peut plus faire l'objet de révision, donc la durée et la limitation des mandats, comme la forme républicaine de l'État, je me dis que c'est une bonne nouvelle, mais lui-même qui a rendu ces dispositions intangibles à travers la réforme de 2016, il doit se l'appliquer. Donc une confrontation entre le jeu et le texte. Voyage dans le temps pour voir un peu que la Constitution est happée par le jeu politique. 1959, communauté française ou pas, Constitution. 1960, éclatement fédération du Mali. 1963, la crise de 1962. 2001, le présidentialisme fort avec Abdoulaye Wade, qui peut même, le président peut destituer l'Assemblée nationale. 2016, parmi ces articles-là, la limitation de mandat. Pourquoi les autres questions, les autres sujets environnementaux, sociétaux ne prennent pas en otage la Constitution comme la politique l'a été dans l'histoire, dans notre histoire? Mais vous avez une réponse à la question, parce que le débat au Sénégal, le débat est happé et dominé par la politique. Seulement, je le disais l'autre jour, vous avez bien fait de souligner les problèmes environnementaux. Oui. L'aéroport de Dakar, c'est près de 600 hectares. On a réservé une dizaine d'hectares à des espaces verts. La forêt de Saly, de 577 hectares, il ne reste que 9 hectares qui sont
en train d'être pris par des promoteurs immobiliers, ce débat-là ne se pose pas. Pourquoi? Oui. Ça ne se pose pas parce que ça n'intéresse pas. Ce qui intéresse... c'est la politique, nombre de mandats, etc. On parle de constitution quotidienne. On ne parle pas de sujets qui intéressent véritablement les Sénégalais. C'est la politique qui a complètement vampirisé le débat national. Si on ne parle pas de politique, et là, je pense que les journalistes ont un rôle à jouer. Ont un rôle à jouer parce qu'en fait, il faut essayer de réorienter le débat sur des sujets d'utilité nationale. Sur les sujets de l'environnement, sur le sujet de la transparence, voilà, sur la moralité publique, sur les institutions, des réformes politiques et institutionnelles qu'il faut. Parce qu'actuellement, Pape Alioune Sarr, nous sommes à près d'1 an de l'élection. Nous savons tous qu'il y a des réformes qu'on doit faire, des réformes politiques et institutionnelles à faire pour limiter le pouvoir présidentiel, pour davantage renforcer la transparence dans la gestion des affaires publiques, pour que nos ressources naturelles puissent servir davantage aux populations. Mais ces débats-là ne sont pas tenus, malheureusement. Et je pense qu'il y a un grand travail que les intellectuels en général et les journalistes en particulier doivent faire. Un défi qui nous interpelle tous. Ibrahima Hamidou Dème, merci d'être là. Je vous remercie. Et là, en parlant de constitution, j'avais commencé par parler de Napoléon, qui disait que la constitution doit être courte et obscure. À la fin de sa vie, il s'est rendu compte de l'importance de la consolidation de la démocratie par le droit. Il avait notamment affirmé que sa gloire, ce n'était pas d'avoir gagné 30 batailles, mais d'avoir adopté un code civil qui a été un texte qui a inspiré et qui a organisé son pays. J'estime que la gloire d'un dirigeant, ce n'est pas de répéter des mandats, ce n'est pas d'être là le plus longtemps possible, ce n'est pas de s'enrichir, mais c'est de jouer sa partition, c'est d'organiser le pays et c'est de laisser une bonne réputation pour la postérité. Merci beaucoup. Merci également à la noblesse anodine qui nous a permis de réaliser cette émission. Suivez les programmes d'ITV, c'est la lecture, c'est l'écriture, mais c'est surtout des débats. Merci à tous.